RDS et Balcourt présente le petit paquet. Bienvenue à l'émission. Allô? Ben salut. Hello, Écoute, hello. c'est dur de rester concentré aujourd'hui. D'habitude, tu sais, devant nous, on a comme des télés. Puis d'habitude, c'est comme Sport 30 qui joue en haut. Tu sais, on peut regarder des petits highlights de sport en même temps qu'on fait notre émission. Mais là, on a une info-pub d'un laveur à pression qui marche avec une batterie. Puis honnêtement, ça m'en prend un, là. Ça t'en prend un? J'ai bon, pas ben, regarde. de cours, mais je veux un laveur à Ok, là, pression. on l'a sur deux TV en même temps. Vous pouvez le voir, ceux qui nous regardent sur YouTube. Donc, Je m'imagine laver mon enfant avec ça dehors. C'est comme ça. pas de l'attitude. là. Exactement, sauver du temps. Fait que oui, mais il y a des semaines où cette info-pub-là aurait été plus intéressante que Raw et SmackDown, mais cette semaine... Non, mais bizarrement, Raw c'est pas depuis le cas. Mania. Mais avant de parler de Raw, la semaine passée, parce que là, t'as sauté le gun. Ouais. Comme d'habitude. La semaine passée, on a terminé l'enregistrement du podcast. Stéphane a sorti son téléphone puis a fait « Fuck, ils viennent de nommer Heyman et Bischoff à la tête de Raw et de SmackDown. » Donc, on va parler un peu de cette nouvelle-là, qui est encore une fois... bon, OK, on essaie des solutions pour amener le produit ailleurs. C'est bien. Allons chercher deux gars dans la soixantaine qui ont piqué v'là 25 ans. Ouais. Puis qui ont été associés à des promotions Ouais. qui ont fait patate, Exactement. éventuellement. T'sais, ils ont eu du succès à la télé alors que c'était encore le grunge qui pognait à musique. C'est ça. C'est un peu preuve que, tu sais, pour Vince, il n'y en a pas de relève. Tout ce qui existe, c'est ce que lui a fait, ce qu'il a battu, puis ce qu'il a... Ben pour lui, c'est de la relève, ils sont 15 ans plus jeunes. Mhm. C'est c'est pas... Mais le pire, c'est que ça, on fait bien des blagues. Moi, quand ça a sorti, je vais être comme, ouais, OK. Sauf qu'à date, Heyman- ils disent les bonnes affaires. Le move d'Heyman se défend, celui de Bischoff. Je le comprends pas. Et en fait, une des raisons qu'on entend peut-être sur le pourquoi de ce move-là, entre autres, c'est pour s'assurer que ces deux gars-là ne puissent pas aller signer à All Elite. On est carrément en mode... Qui lui donne un chèque. on essaye de mettre des bâtons dans les roues à All Elite. On a peur de ce qui va arriver avec la télé à TNT Ouais, c'est ça. cet automne. Mais tu sais, à la Est-ce limite, que- Parliament, t'as déjà ce contrat. là. C'est Ouais, c'est c'est ça. Bischoff. qui Mais est est-ce que comme- Bischoff aurait vraiment été une grosse menace? Il a été Non. sûrement à TNA. En fait, ils sont Ouais. tous passés par TNA. Est-ce que l'arrivée de Bischoff à TNA a vraiment changé quelque chose en bout de ligne là, dans l'organigramme de la lutte? Même que son règne à la tête de la TNA, ça n'a pas été un succès. Ben, c'est ça. Moi, je vous le dis là, Bischoff finit pas l'année. Finit pas l'année comme dans L'année- 365 jours à partir de L'année maintenant ou Noël? là? 2019. Ok. là. Comme avant Noël, on n'entend plus parler de Bischoff. Mhm. Donc là, on parle de des rôles créatifs sur chaque show. Toujours chapeauté par Vince. Vince est toujours à la tête de tout ce qui est créatif à la WWE. Mais il serait quand même assez élevé dans la hiérarchie. Là. Probablement comme deuxième, Oui. troisième dans la hiérarchie créative. C'est ça. Du Mais il y coup, en a déjà eu. Tu sais, c'est pas comme si C'est c'était ça. un poste vacant qu'on a créé pour eux autres. Ils font Mhm. juste se mettre une chaise à côté du bureau puis être présent dans les meetings. Ouais. là. là, on s'est mis le pied dans la bouche du côté du marketing, la publicité de la WWE en sortant des pubs annonçant comme les deux têtes de Heyman à Raw, Bischoff à SmackDown, quand on n'est pas là du tout. La photo a été rapidement enlevée des réseaux sociaux parce que pour Bischoff, on n'est même pas prêt à ce qu'il soit proche du show. Là. Il n'était Mhm. pas à SmackDown, Non. je pense, mardi. Puis c'est quelque chose là, pour plus cet automne. Par contre, du côté de Raw, Paul Heyman apparemment était assis en gorilla à côté de Vince tout le long du show. Et on peut déjà sentir son empreinte sur le show. Apparemment, la plupart des grosses idées de Raw cette semaine venaient de lui. Puis ça l'a amené quand même beaucoup de positifs, beaucoup de fraîcheur. Ouais. Je sais pas si c'est parce que justement on s'attendait à un Raw qui soit un peu différent, qui soit insufflé d'une nouvelle énergie, mais dès les 10 premières minutes, 15 premières minutes, on sentait qu'il y avait effectivement quelque chose qui était, pas, je dirais pas anormal, mais il y avait un feel qui était nouveau, qui était excitant. Le spot de Braun Strowman Ben, c'est ça. avec Bobby Lashley, j'avoue, moi-même, ça fait longtemps que j'ai pas trouvé quelque chose de spectaculaire comme ça, puis ça fait du bien à Braun Strowman, parce Ouais, que, tu sais, quand il faisait des moments comme ça, avec Roman Reigns, il y a de cela quelques mois, qui avait gagné toute sa valeur. Mais là, depuis qu'on a arrêté de le mettre dans des situations qui le font bien paraître, ben, il a perdu son intérêt. Là, tout d'un coup, Braun Strowman devient spectaculaire. Puis là, tu sais, c'est premièrement, on sort du maudit pattern où on commence tout le temps un Raw avec un 20 minutes de promo parlé. Oh. Fait que ça fait Bien. du bien. On commence Ouais. dans le ring avec un false count anywhere Mhm. entre deux gros bonhommes. Fait que c'est comme, OK.
Avec Alors, puis un bon rythme dès le début allons du match. voir, C'est pas exactement. juste un match à un spot. Là, quand même, ils ont bien profité de la dizaine de minutes qu'il y avait pour construire quelque chose qui était intéressant. Mais au début, je croyais pas à ça, cette rivalité-là, Bobby Lashley et Braun Strowman. Puis là, ça a fait des miracles pour m'investir dans l'histoire. Ça, puis même sans y croire forcément, au moins ils font quelque chose. Et on a C'est fait de l'utilisation de talent. Puis on a fait référence à l'événement tout le long du C'est show, ça. d'une manière comme oh my god, avant de faire ma promo, je vais mentionner hey, je pense aux boys qui sont à l'hôpital. Ouais. Tu sais, c'est comme on a raconté cette histoire-là. C'est un segment de 10 minutes, mais qui a eu un impact quand même tout le long du show. Puis ça, c'est bien. Le set est resté brisé une C'est bonne ça. partie du show. Je te dirais qu'ils l'ont un peu trop fait parce que ça a découlé sur SmackDown aussi. Puis comme je pense qu'il y a eu 3 blocs à SmackDown pour nous en parler. Je suis comme, bon, OK, là, la moutarde était de trop. Mais si on prend juste Raw dans son ensemble de 3 heures, tu sais, on dit pas c'est la révolution Paul Heyman, ça va être complètement différent. Mais il y a une certaine similitude à quand il a pris le contrôle de SmackDown à l'époque. On parle de 2004, c'était le premier match de John Cena à SmackDown. Paul Heyman n'est pas un révolutionnaire de la lutte. Il n'y a pas tout le temps des idées. Il y a eu des bonnes idées, mais c'est pas, comment dire, c'est pas un master storyteller qui va te surprendre avec ça. Paul Heyman écoute les boys, il fait comme, toi, tu es capable de faire ça, tu vas faire ça. Donc, c'est de l'utilisation de talent, puis c'était ça un peu le thème de Raw. C'était pas tant de nous surprendre. C'est oui, le spot était spectaculaire, mais Braun en a fait 15 des spots comme ça. C'est juste que là, c'est comme, hey, Braun fait rien, j'ai mon monstre, je vais lui faire quelque chose de monstrueux, ça va teinter mon show, puis le reste a suivi. Ça a toujours été la force de Paul Heyman, même dans le temps de la ICW. Il l'avait déjà dit dans une promo. Il dit, tu sais, quand tu peux pas dans une promo, dans une entrevue, en parlant de la SCW, il avait dit, tu sais, quand tu peux pas compétitionner avec les tops en haut, du côté des pyros, du côté des tout, qu'est-ce que tu fais? Tu highlights tes forces puis tu caches tes faiblesses. Ben oui. Ça a toujours été sa force d'être capable de justement d'analyser son roster, de voir qui peut faire quoi. Puis là, il est extrêmement high sur Ricochet. On peut s'attendre à ce que Ricochet continue d'être... C'est son deuxième main event en ligne cette semaine. Il va être un gros babyface. Il va continuer d'être un gros morceau de Raw. Apparemment, la montée des Street Profits, qui moi m'a surpris de les voir là. Ça fait 2 fois qu'on fait monter les champions Paul. par équipe de NXT sans préparer le terrain dans le club école. Ça, c'est quand même un petit peu plate là, pour la division de NXT. Moi, j'ai toujours été relativement down sur cette équipe-là à la NXT. C'est la première fois, moi, là, que je vois une gimmick que ça me semble plus fonctionner sur le main roster qu'à la NXT. Ça, c'est vrai. C'est très rassembleur. Montez Ford est très rassembleur. Le Red Cup, c'est quelque chose qui va pogner. Énormément d'énergie. C'est ça, donc c'est peut-être trop T'sais, tôt là, dans l'absolu. trois Mais... petites promos à l'intérieur du show, là, puis là, tout d'un coup, je suis vendu comme sur eux autres. Là. Sauf que là, c'est ça. Le jury attend quand même parce que toutes les équipes de NXT qui ont monté à date ont presque toutes fait patate. Là, donc, on lui souhaite pas de malheur, mais ils ont toutes eu un semblant d'exposure au début. Puis, je suis pas capable d'en nommer une qui a resté, qui a collé. Une équipe, ça? Une équipe. The Revival, c'était un flop. The Ascension, ça a été un flop. Semi-flop Revival. Mais non, c'est un flop complet. Ils Il s'épilait le dos. Ils Là. sont champions par équipe. Mais non, c'est même pas une division qui existe, ça. non, mais tu sais, pour toujours dire que oui, ils sont champions par équipe, mais la division est comme 42e dans la liste de priorité de l'émission. Tu sais, The Revival, One Pop, The Ascension. On les voit des fois maquillés en coulisses. C'est tout des gros champions par équipe d'NXT. American Alpha, même chose. Donc, tu sais, oui, on les aime, on veut qu'il y ait un succès. Street Profits, on les connaît moins. Donc, je suis juste curieux de voir est-ce qu'on profite d'un buzz ou on a une réelle intention en arrière de... Je pense que c'est surtout Montez Ford, là, sans enlever rien à l'autre. C'est D'Angelo, quelque chose. Dawkins. Ah, mais il est bon aussi. Il est bon, mais c'est vraiment Montez. Tu sais, c'est le charisme, c'est Montez Ford. Puis on va rider jusqu'à temps que ça soit plus hot, là, je pense. Dans l'ensemble, je pense que ça faisait du bien d'avoir un Raw qui ne respectait pas une formule qui était réutilisée à satiété justement depuis plusieurs mois. Ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps justement que j'avais hâte de savoir qu'est-ce qui allait se passer après la pub. T'sais. On est tellement conditionné, on en a vu tellement des Raw qu'on a l'impression avant que le show commence d'habitude qu'on sait précisément qu'est-ce qui va se passer. Mais là, il y avait effectivement un feel différent. Puis pour revenir au début de l'émission, oui, ce qui m'a mis un peu sur le bout de mon siège. On est encore là. Ce qui m'a mis un peu sur le bout de mon siège, c'est pas juste le spot visuel de Braun Strowman avec Bobby Lashley. C'était spectaculaire, c'était bien fait. Bon, les petites explosions, là, les étincelles, c'était le fun. Mais
5 secondes après qu'il soit passé à travers le décor, t'as Corey Graves qui va dire « Holy shit! Et ça, dans toute l'histoire de la WWE, même dans l'ère attitude, on s'était jamais permis de dire « Holy shit » à l'antenne. Et là, je me suis dit « Oh, quelque chose se passe. » Puis moi, je vais aller plus loin là-dessus. Je trouve que plus fort que le holy shit, c'est la minute sans commentaire après le moment. Des fois, en télé, tu as des moments comme ça où c'est, en gros, shut the fuck up, puis laissons vivre le moment avec les caméras style un peu de sécurité, avec des GoPro, les shots larges, la panique qu'a essayé de gérer tout ça. Ça a été super efficace. Ça fait changement de ce qu'on voit d'un produit télévisuel hyper léché tout le temps. Puis ça nous, justement, en ayant un produit toujours comme ça, quand tu dérives, ça frappe encore plus. Puis là, on l'a super bien joué dans le segment d'ouverture de Raw. Ouais, ça rappelle aux gens aussi que c'est en direct. C'est ça. Souvent, le défaut de Raw et SmackDown, c'est que tu n'as pas l'impression de regarder un événement qui est en direct. Donc, tu n'as pas comment dire, la raison de le regarder en direct. Tu l'enregistres, tu le réécoutes plus tard, ce qui tue souvent les ratings et aussi les ventes publicitaires et tout ça. Donc, tu veux... Pourquoi les propriétés sportives sont aussi importantes? C'est parce que les gens vont s'asseoir devant quand ça se passe, parce qu'ils ne veulent pas voir le résultat après et être déçus. Donc, il faut qu'ils utilisent cette force-là du si tu regardes pas Raw pendant que Raw est diffusé, tu manques quelque chose. C'était pas majeur, on s'entend, mais tu manquais quelque chose. C'est ça. Tu manquais le moment. C'est le plus gros moment depuis WrestleMania. C'est clair. Puis à la limite, c'est ce que fait le succès de Raw pendant la guerre avec Nitro. Des moments comme ça, c'était des changements de titre. C'était, tu sais, oui, ils l'ont peut-être trop fait, puis tu avais une certaine fatigue, mais c'était quand même la formule. Fallait pas que tu manques Raw parce que Mankind pouvait devenir champion du monde. Tout peut arriver. C'est ça. Toutes les Puis là, on sentait que c'était plus le cas. C'était toujours Shane McMahon est méchant, il tabasse un gentil, il y a un combat plate, après ça, on revient de la pub, il y a un segment dont on se fout, Shane McMahon est encore méchant. Tu sais, c'était ça. On était dans cette espèce de vase-là où on roulait dans le vide. Là, ils ont l'air d'avoir pogné un peu de traction. Parce que où ça va aller, là, il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais là, présentement, il y a une petite traction et j'ai eu un certain plaisir. Tu as parlé du holy shit de Corey Graves. À SmackDown, Kofi a fait un finger à Joe. Ils ne l'ont pas montré, mais l'intention était là. Ils ont cut away. La caméra a bougé. On a quand même eu l'occasion de le voir. C'était pas juste suggéré. Là. Non, ben, on a vu le geste, mais tu sais, mettons, là, comme je te faisais un fuck you, mais tu sais, comme de même. Là, pour ceux qui le voient pas, j'ai caché que ma main, quand tu le regardes en direct, la caméra a juste bougé assez pour que tu vois une main, mais tu vois pas le doigt. C'est correct. J'ai vu le doigt. La suggestion est très forte. Là. Ceci étant dit... Je me suis suggéré tellement moi-même mentalement que je l'ai vu, peut-être. Ça semble nous amener vers... ce qu'on pourrait enfin appeler peut-être la fin de l'ère PG. Ce qu'on entend... Ce qui est réclamé depuis longtemps par beaucoup de fans. Ce qui est réclamé depuis très longtemps. Est-ce qu'on a besoin de faire un retour aux antiques de l'ère attitude? Je pense pas. Mais au moins sortir de... Il faut que... C'est de la ligne là, du John Cena product un peu. Là. Tu pourrais aller dans un 13 ans et plus sans t'aliéner ton public. C'est ça. Donc, pas de nudité, pas de grosses vulgarités débiles, mais tu pourrais échapper une coupe de sacre. Puis, que le produit soit un petit peu plus edgy. C'est ça. Là, ce qu'on entend, c'est que du côté de la WWE, on commence à être stressé par All Elite et le show télé à TNT. Ils ont des chiffres qui leur disent que principalement, les gens qui écoutent et qui aiment All Elite sont des gens qui généralement n'écoutent pas nécessairement le produit de la WWE. Ceux qui sont carrément anti-WWE, qui veulent des alternatives. Il y en a pas mal. Et sont en train d'aller chercher beaucoup de jeunes nouveaux spectateurs avec leur présence sur les médias sociaux, avec les shows comme Being the Elite, avec une présence justement plus multimédia, plus jeune. On va chercher une nouvelle crowd que la WWE savait pas qu'il était nécessairement capable d'aller chercher. Donc là, on voit ça, on capote un peu. La dimension jeu vidéo qu'on voyait aussi à Fighter Fest. On veut aller chercher ces gars-là aussi du côté de la I. Et c'est probablement ce qui amène là, la fin, justement, de cette ère-là. Puis c'est le fun que tu en parles de Fighter Fest. C'est vraiment pas un hasard qui s'acoquine avec le monde du jeu vidéo parce que Twitch est comme le Golden Goose présentement de tout le monde. Comme ils voient les chiffres astronomiques du e-sport puis ils sont comme
comment je fais pour aller chercher ma pointe de tarte de ça, moi? Il y a des compagnies qui ont commencé. AAA diffuse certains de ses pay-per-views sur Twitch. Impact faisait pas ça aussi? Impact a eu quelques événements que tu veux juste les regarder live. Il n'y avait pas de replay. Mais il y a Wrestle Circuit aussi qu'on a vu de temps en temps. Tommy Dreamer aussi, son House of Hardcore, une coupe de trucs. Donc, tu sais, la plateforme est utilisée, mais là, c'est pas juste la plateforme, c'est hey, on va aller dans une convention de jeux vidéo, puis on va organiser un gala de lutte. Fait qu'on va aller parler directement aux gamers. Et dans la soirée Fighter Fest, il y avait des clins d'œil juste pour eux autres. Ça va peut-être pas marcher. Tu vas peut-être pas convertir des gens de e-sports à la lutte, mais si tu en ramasses un peu, c'est un auditoire que tu n'avais pas avant. Puis c'est un auditoire qui est actif, qui est fidèle, qui est présent sur les médias sociaux. Donc ça, à long terme, pour ta construction de marque, puis ça, c'est quelque chose que la WWE n'a pas été capable de faire. Oui, ils font des jeux vidéo, mais c'est pas la communauté e-sports qui va jouer à WWE 2K19, c'est des casuals comme nous autres qui jouent à, mettons, NHL de temps en temps, ou les enfants. Tu sais, c'est un produit de consommation, mais c'est pas un produit de communauté. Tandis que l'aspect Twitch qui fait saliver tout le monde, c'est le fait que tu as des jeunes de 15-16 ans qui passent 8 heures sur la plateforme à chatter, à interagir. Puis eux autres, le monde se gratte la tête. Je suis comme, OK, si j'ai l'attention de quelqu'un tout ce temps-là, comment je fais pour faire de l'argent avec ça? Puis personne n'est capable de le percer à part. C'est ça, c'est des individus qui vont se faire payer, mais il n'y a pas vraiment d'infiltration encore. Puis tu vois que ça travaille tout le monde. Tu l'entends là, dans les réunions ou des pitchs de vente. Je suis comme, ah ouais, le e-sport, Twitch. Puis c'est comme, ouais, il y a du monde. Va les chercher, comme donne-leur un produit. Fighter Fest, je pense que c'est une tentative de ça. C'est imparfait, on va en reparler. La WWE commence à avoir le mémo que ces gens-là, ils existent. Là. Mon target audience, c'est plus juste le téléspectateur en Alabama qui regarde le câble. Il faut que j'ouvre mon horizon un petit peu. Puis moi, je l'aime, cette dynamique-là. Mais ça va changer. Ça va venir avec des changements. Je pense que ça va venir avec des erreurs aussi. Il y a des trucs qu'on va faire. Du côté de la WWE, je pense que c'est Xavier Woods, en fait, qui est assurément le principal porte d'entrée vers le monde du jeu vidéo avec son post YouTube Up Up Down Down qui est quand même énormément de succès, je pense, puis qui lui permet de rayonner à l'extérieur justement du milieu assez du vase clos des fans de la WWE. Donc, je pense que ça serait intelligent de la part de la WWE d'investir en Xavier Woods, chose qu'il semble quand même faire depuis quelques années. New Day, je pense que c'est pas pour rien que ça a autant de succès, c'est parce qu'ils voient qu'il y a des opportunités à faire avec ça. Ils continuent à faire leur voyage aussi en Asie, comme ils reviennent du Japon. C'est pas des pay-per-view, mais c'est des événements qui sont importants pour eux parce que le web au Japon, en Asie en général, est fermé. Ils n'ont pas accès à ce qu'on fait nous. Donc, tu veux infiltrer ce marché-là d'une certaine façon. Tu aimerais ça que les Asiatiques, parce que c'est pas dans leur culture, ils n'ont pas Netflix, ils n'ont pas. C'est pas dans le payer pour du contenu, ça vient pas instinctivement en Asie. C'est pour ça quand ils sortent les chiffres du New Japan World, on parle, je pense que c'est 100 000 abonnés qui sont rendus, quelque chose comme ça. Ça a l'air bas, mais c'est colossal pour eux autres. C'est comme. C'est un ovni dans le paysage parce que justement, il n'y a pas un super puissant Netflix que tu as 42 millions d'abonnés qui est comme, c'est le même qu'on fait de la business. Ça marche pas comme ça en Asie. Fait que c'est le fun qui s'adapte de plus en plus à tout ça. Puis ça avait l'air le fun, les shows au Japon. On a eu une couple de vidéos là, sur Twitter, là, Triple H dans le club. Tu sais, c'est correct qu'ils fassent ça, c'est hors méta, mais tu vas te chercher, tu remplis un. C'est Sumo Hall qui ont rempli. C'est un 7-8 000 personnes. C'est des fans de lutte, des fans de New Japan, forcément. Mais va les chercher, donne-leur du stock, puis tranquillement, pas vite, ton brand, il peut avoir des jambes ailleurs que juste aux États-Unis. Ça aurait été le fun qu'ils en mettent un de ces gars-là sur le network. Là, on a tellement parlé de Beast in the East. Là, je pense qu'on a parlé pendant 3 ans après que ça soit passé. Puis, c'était quelque chose qui n'avait pas vraiment d'impact dans les grandes histoires, mais c'était un beau moment de lutte justement pour les fans plus hardcore. Ils nous mettent plein de merde sur le network. Là. Ils pourraient faire des efforts puis mettre ces affaires-là des fois qui nous intéressent. Probablement pour des documentaires puis des patentes genre, fais juste ouvrir le feed. Mets pas de commentaires à rien, comme mets-les pas en direct. Donc, ça, le lendemain matin, il y a du monde qui vont le regarder. Tu perds à rien. Avant qu'on aille parler de Fighter Fest plus en détail, quelques petites choses que je veux qu'on termine là, de parler pour Raw et SmackDown cette semaine. Les Canellis sont de retour. On les avait pas vus à la télé depuis un bout. J'aime tellement leur tune en plus. C'est une tune qui est tellement différente des autres du roster, mais je l'ai eu dans la tête pendant une journée complète. Là, c'est ça. Avec le duo Mike qui porte le nom de famille de Maria. Puis là, qu'on s'en va, comme on en a discuté tantôt, c'était très soap opera, mais
Ça a ça, quand même c'est- été divertissant. Ça, c'est Vince qui se tape ses cuisses comme la Ça- femme va porter culotte. Ça vient Heyman. Moi, Hey, écoute, j'ai pas. selon Melzer, ça vient Heyman. Heyman. Maria Kanellis est bonne, c'est pas ça le problème, mais les lignes qu'ils ont données, là, c'est. Mets-moi enceinte! Ouais, mets-moi enceinte! Comme. Ouais. Ouais, Je suis où, là? c'était gros, c'était vraiment humiliant, castrant pour Mike Kanellis. Mais tu sais, le segment a fini. Puis je me suis dit, écoute, ces deux lutteurs-là, ce couple-là, là, viennent avoir en comme 5 minutes plus de développement de personnages que dans les 2-3 dernières années. Puis justement, c'est un des aspects qui manque à Raw et à SmackDown, du développement de personnages. Là, on le fait de façon un peu grossière, on s'entend. Surtout quand on va demander à Becky Lynch de la mettre enceinte parce que c'est la seule man en place. Ouais. En tout cas, j'ai eu un petit doute sur cette ligne-là, mais quand Non, même... moi, ça m'a pas dérangé. Mais quand même, c'est ça. J'avoue que j'ai été très sports entertained ou très juste entertained à la base. La lutte, c'est ça aussi. Hey, tu sais. je pense que la castration de Val Venus était plus subtile que ce segment-là. Puis on parle d'un gars qui s'est fait couper le salami avec un sabre, littéralement. Il y avait des vieilles promos. J'étais retombé sur des vieux shows justement de cette époque-là, au début de leur attitude. Puis quand il a commencé, Val Venus, c'était des espèces de vidéos où lui était assis en train de regarder de la télé. T'entendais clairement de la porn jouer. Puis là, il était juste en serviette. Puis il était comme « Oh yeah ». Puis là, après ça, la slide, c'était Val Venus is coming. C'était une subtilité. Puis toutes ces promos, c'était des allusions de on va baiser, je vais te venir. Tu sais, c'était tout le temps ça, de Big Val Bosky is coming. Puis c'est comme. Ouais, ok, tu sais, c'est ça ton personnage. Puis ils ont ridé un bon 2 ans. Oh, là. C'était pas juste un. C'était pas très limité. Il y a eu un push, il a été champion intercontinental. Puis c'était une porn star. Donc, on retourne là tranquillement. Donc, on va revenir vers les bonnes vieilles niaiseries des années 90. Ouais. On va se taper ses cuisses. Qui cogne à la porte d'Aleister Black, messieurs? Ben, Moi, je vous dis tout de suite, c'est Randy Orton. Arrêtez de vous faire des plans de fun. Pour un C'est RKO out of nowhere. c'est Randy Orton. Ça aurait du sens, Randy Orton. Je me disais, peut-être Finn Balor, parce qu'on ne le voit plus. Mais là, Ouais. je me suis rappelé, en fait, que la semaine dernière, il y a Shinsuke Nakamura qui s'est présenté comme étant son prochain adversaire, là, le futur aspirant au championnat intercontinental. C'est une bonne chose. C'est deux lutteurs, en fait, à la fois Finn Balor et Nakamura, qu'on voit pratiquement plus. Mais ouais, depuis que tu as dit Randy Orton, je pense que j'ai de la misère à voir Il est comme déçu, mais. ça pourrait être d'autres que lui. Tu sais, c'est sûr, on se dit, peut-être Bray Wyatt, mais je pense pas que c'est cette façon-là qu'on va ramener Bray Wyatt dans le ring. Là. Regarde, une rivalité avec Randy Orton comme première rivalité sur le main roster en solo pour Aleister Black, c'est comme bon, ok, c'est quand même high profile qu'on soit intéressé ou non à ce que Randy Orton fait en 2019, mais. En tout cas, il est temps qu'on revoie Aleister Black dans le ring, là, quand il était en équipe avec Ricochet là, dans les mois menant à WrestleMania. C'était de l'or en barre qu'est-ce qu'il faisait. C'est vraiment un des meilleurs atouts, j'ai l'impression, du côté de SmackDown. J'avoue que les premières fois qu'on a commencé à voir ses promos où il est assis, puis là, il attend justement quelqu'un vienne lui lancer un défi, j'étais pas tout à fait convaincu. Là, j'ai un des éléments là, qui avait accroché avec le début d'Aleister Black sur le roster principal, c'est quand Michael Cole l'avait qualifié de moody. C'est un petit détail, là, mais je veux dire, dans tout ce qu'on avait construit d'Aleister Black à NXT, il était tout le contraire de moody. Très comme un peu froid, calculateur. Et là, avec ces promos-là assises où il attend qu'on lui lance un défi, j'avais l'impression qu'on décidait d'aller all-in du côté moody. Donc, j'étais vraiment un petit peu plein de doutes. Cela dit, j'ai l'impression qu'il assume à fond le matériel qu'on lui propose. Il est un meilleur acteur que ce à quoi je m'attendais quand même. Il livre ses promos de façon tout à fait convaincante. En plus, n'oublions pas qu'Aleister Black, il est hollandais. En anglais, c'est pas sa langue maternelle. Et ça s'apparaît pas du tout. Là, un peu comme Kevin Owens. C'est ça. Même si c'est Randy Orton, son adversaire, j'ai hâte de voir ça. On a continué, oui, vas-y. J'ai envie d'envoyer un spin. Moi, je pense que ça va être Andrade. Ah, ça serait bien possible. Il continue à pas faire grand-chose, mais il y a eu un squash cette semaine en TV. Comme, il est actif. Mais d'un côté, on s'en fout. Plus d'Andrade, c'est toujours une bonne chose. On continue de voir des personnages du Funhouse déborder dans la réalité. Est-ce que Bray Wyatt est à Extreme Rules? Pas encore, non? Je pense. Je Apparemment, sais pas comment tu le fais rentrer. Apparemment, là, j'ai aucune idée. Apparemment, les segments du Funhouse backstage, les écrans sont
Tout le monde regarde. vendu au complet. Là, là, ça se bat pour des espaces autour des écrans quand ces segments-là passent pendant Raw. C'est un Donc, cadeau c'est pour un intéressant. lutteur de juste comme avoir justement un terrain de jeu comme ça. Là, il n'y a plus les segments, fait que ça va dessus. J'ai peur qu'ils attendent trop longtemps puis que le momentum soit déjà parti. Parce que là, tu es dans la foule, tu les vois pas. Il faut que tu sois très attentif pour les voir. Donc, je sais pas. On dirait qu'ils l'ont mis sur le down low un peu, puis quand ils font ça avec Bray Wyatt, le petit bon Donc, ça devrait s'en venir bientôt. Ouais, J'ai gardé le fun pour la fin. fun. Les Good Brothers, Gallows et Anderson, et leur ami AJ Styles, depuis plusieurs semaines, se parlent un peu dans le casse de chaque côté. T'es pas au top vous n'êtes pas au top de votre potentiel. Toi non plus, AJ. Puis là, ça termine par un heel turn d'AJ Styles, la réunification du club après une victoire-défaite parce qu'on a reparti le match contre Ricochet. Puis là, un turn qui est extrêmement... qui miroire beaucoup le turn la première fois face à John Cena. Puis là, ça va être intéressant. Je pense que AJ Styles comme top heel avec le club, les gars apparemment ça fait longtemps qu'on entend qu'il veut les signer puis qu'eux autres ne voulaient pas. Là, apparemment, il y a une entente acceptée. C'est pas signé, mais c'est une question de jours, là, en tout cas, avant que ça se signe. Puis clairement, ça venait avec. Faites-nous faire de quoi. C'est ça. Parce que c'est du talent gaspillé. Ils sont très bons, le Gallows et Anderson, en équipe, ensemble. Fallait parler, fallait interagir. Espérons juste que ce soit pas juste cet angle-là du retour du club pour quelques semaines, entourant la signature d'un nouveau contrat pour les convaincre de rester, puis ensuite on scrape comme ça avait été le cas la dernière fois. Le club avait duré quoi? 1 mois, 2 mois? Je pense la dernière fois, on était bien excités. Je me demande si ça n'aurait pas été 2 semaines. C'est ça. Là, concrètement, AJ Styles est le top heel de Raw, parce que Shane McMahon est comme volatile, puis il se promène des deux bords. Mais là, si AJ Styles est positionné comme ça, oui, c'est le championnat des États-Unis, mais de par la force des choses, ça va être un trio, ça va être plus imposant. Et j'en reviens un peu à, la semaine passée, j'étais pas emballé pantoute par Ricochet et AJ Styles. Puis, tu sais, là, le turn est arrivé, il y a eu un autre combat. Pourquoi tout ça, c'était pas la semaine passée? Dès leur premier affrontement, le turn déjà. Parce que, tu sais, ça aurait pu être là, ça a mieux, été encore un combat qui était un mess, là, un segment de pub, ça a été cancellé, un petit quick roll-up. Pourquoi c'est pas ça, ton premier combat de la rivalité, ton champion qui gagne avec un quick pin, qui fâche AJ Styles, qui turn heel, puis là, ta rivalité est lancée. Tu sais, c'est comme... C'était bon, j'ai aimé ça. Pourquoi c'est pas juste ça que j'ai eu? Pourquoi j'ai eu l'autre combat d'avant qui donnait pas grand-chose? Oui, ça a donné les petites interactions en backstage. T'as plus ce que t'avais, mais t'aurais pu me l'amener d'une autre façon, ça. C'était pas ça l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est qu'il a perdu par un quick pin, puis ses deux bodies étaient comme... Qu'est-ce que tu vas faire, Chris? Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a heel turné, puis ses deux brothers sont venus avec lui. C'est comme... Vous l'aviez, le potentiel. C'était déjà installé. Vous vous en alliez vers ça. Pourquoi l'avoir retardé d'une semaine? Parce que c'est pas vrai que Ricochet a bien paru dans une défaite comme ça. Il a eu l'air d'un gars qui a perdu contre AJ Styles. Fait que là, AJ Styles, ce qu'il peut ramener, c'est moi, je t'ai déjà battu. Fait que j'ai un autre title shot qui s'en vient. Tandis que là, t'aurais pu construire du... Ah ouais, j'ai perdu, je t'ai attaqué. J'ai pas forcément un title shot qui aboutit de ça. Fait que je vais juste te picosser jusqu'à temps que tu m'en donnes un. Par dépit. Puis là, tu t'élèves un babyface qui est comme, OK, là, je t'aboute, fine, tu vas l'avoir ton combat Styles, puis on va régler ça entre nous deux, tu sais. Mais bon. Stéphane, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Écoute, des fois, je trouve que t'es dur. Moi, je trouve que c'est du n'importe quoi. C'est chialer. Je viens de manger 2 bons burgers. Pourquoi tu m'as pas servi le premier? Le deuxième était vraiment meilleur que le premier. Pourquoi tu me l'as pas servi en premier? On avance des histoires. Dans mon analogie, le premier est pas bon, là. C'est comme si tu m'en servais un brûlé puis il y a un bon. Mais le pourquoi premier tu me sers le brûlé, sers-moi juste le bon? Ben, on n'était pas d'accord parce que moi, je pense que même s'il était peut-être un peu trop cuit, il était pas complètement brûlé, ce burger-là, puis il était mangeable. Ça, c'est parce que tu t'es habitué à manger des burgers brûlés vu tes skills semi. Mais sinon,
sais en plus où je m'en vais avec tout ça. Là. Ça se défend pas la semaine passée. C'était correct en plus. Là. Moi, j'ai pas souffert de ce booking-là. Là. J'ai apprécié ce que j'ai eu, mais après ton exposé de 45 minutes sur comment on aurait dû booker cette rivalité-là, Hein? j'avoue que ça aurait peut-être eu un petit peu plus de sens de le présenter comme tu l'as fait toi-même. Puis là- mais c'est pas vraiment un problème qui gâche mon fan. Puis là, je veux pas qu'on leur craigne comme la semaine passée. Ben non. Là, il y avait le Twitch qui fini, là. pleurait quasiment, puis il y a le bras, petite il y a le- Ouais, non, il y a j'ai le le cou il y a barré, le cou là. barré Je peux depuis pas la semaine m'énerver. passée parce qu'il s'est trop énervé là-dessus. Dernière chose que je veux parler avant qu'on s'en aille vers Fighter Fest. Je pense que Seth Rollins, soit il y a des gens qui lui ont parlé ou il a allumé lui-même, Ouais. mais il a fait son mea culpa sur Twitter en disant je suis champion universel, je suis à la tête de l'univers de la lutte, puis il faut que je me comporte mieux que je l'ai fait la semaine dernière. Puis après ça, il s'est même excusé directement à Will Ospreay en lui disant tu sais, t'es awesome, j'avais pas de. Tu sais, puis Will a accepté les excuses, regarde, c'est pas grave, tu sais, c'était. Ouais. Fait que là, au J'avoue final. que lire cet échange d'excuses-là, ça m'a fait sentir tout chaud en dedans. Je suis comme, Ben ouais. il y a encore du bon en ce moment. Ben, c'est ça. Encore Ça, du monde qui sont capables de faire. Ouais. OK, ouais, je suis allé trop loin, je me suis énervé, puis. Dans l'absolu, c'est un good move. Mhm. Probablement que ça vient après un meeting du comme on look bad. Puis je me demande C'est si- peut-être pas 100% individuel parce qu'il Ouais. y a une company policy probablement qui est en. Tu sais, je dis pas qu'il l'aurait pas fait puis qu'il le ressent pas pour de vrai, Moi, je pense pas mais que il ça aurait vient de peut-être la. juste arrêté de mettre de l'huile sur le feu. Moi, tu je sais. pense que ça vient plus peut-être de d'autres lutteurs qui disent Peut-être d'autres aussi. t'as pas l'air. Parce qu'honnêtement, je pense pas que la compagnie, ça le dérange qu'ils soient en train d'insulter Will Ospreay Ben, sur Twitter. Surtout que Will Ospreay, c'est pas AEW. Là. Il Non, attire pas ouais, l'attention non, c'est sur ça. le principal Pour moi, compétiteur qui s'en vient. c'est peut-être Becky, c'est les Ça autres se peut vétérans aussi. dans le business qui font comme là. T'as juste l'air de taper sur le plus petit en. Là, t'es un sixième année qui bat un troisième. T'as rien à puis gagner. T'as rien à là-dedans, gagner là. à faire ça. Au tu sais. contraire, tu donnes des munitions aux autres pour juste faire de l'argent sur ton dos. Donc, t'es Mhm. comme. Tu sais, c'est quand on parle souvent de compétition, je suis comme, regarde, si t'es en avant, alors regarde pas en arrière. Ça te donne rien. Laisse le monde te rattraper. Puis s'il te rattrape, ben là, t'ajusteras ton tir. Seth Rollins, c'est la bonne position. Regarde, c'est vrai qu'il est champion universel de la plus grosse compagnie de lutte au monde. Be that. C'est tout. Là. T'as pas besoin de faire d'autres choses. Puis j'en viens à me demander si dans le segment backstage qu'il y a eu cette semaine à Raw entre Becky et Seth Rollins, toute l'espèce d'aspect Seth Rollins est impulsif, des fois il agit trop Ouais. vite puis il regrette. Je me demande si c'était pas un clin d'œil justement à ce qui s'était passé sur Twitter pendant la possible. semaine. Ça pourrait être un fun trait de caractère, à la limite. Ça pourrait être comme son espèce de talon d'Achille. Mhm. Hein, il était trop impulsif, c'est de même qu'il a perdu. Mhm. Ça se développe, ça, puis c'est Ah, correct. Sème-le comme il faut. C'est là qu'on va voir si la différence de Paul Heyman, dans le long terme, c'est le genre de truc que lui était capable de semer de OK, on va en mettre un petit peu par-ci, par-là. Tu sais, c'est Paul Heyman qui a monté les Eddie Guerrero de ce monde, mais c'était pas soudain. Là. Il s'est pas mis à tricher une semaine puis il était champion du monde la semaine d'après. Là. Il a triché pendant un an et demi. Puis là, à un moment donné, I lie, I cheat, I steal est devenu comment il était champion du monde. Donc ça, j'ai hâte de voir si c'est là qu'on va aller avec Paul Heyman. Il va avoir une espèce de mémoire de ce qu'il fait. Ce qu'il n'y a pas du tout à Raw depuis des années. là. Puis si on insiste sur l'angle de Seth Rollins impulsif, ben, ça pourrait redonner un petit peu de personnalité, ce qui lui manque Ouais. de façon importante. À part un rire contagieusement désagréable. Il y a Ben, pas beaucoup de personnalité. Ce rire-là, il le faisait quand il était heel. Là, son ça, c'était drôle, mais ça fait comme 3 ans qu'on ne l'a pas entendu, Ben, ce ça, rire-là. là. fait Fait que- que, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de personnage, Seth Rollins. Mm. T'as décidé de lui enlever son personnage chez Avec le chum de Becky. Ezra. Ouais. C'est cool pour Becky, mais Ouais, c'est ça. c'est quand même ton champion. Tu Mhm. t'aspires un peu plus qu'à être le chum de. Mhm. C'était Fighter Fest, un nouvel événement de la All Elite en fin de semaine qui était disponible gratuitement sur Ouais, BN. aux States. C'était gratuit aux États-Unis, mais j'ai comme appris qu'au Canada, tu étais obligé de payer pour. Moi, je n'ai pas payé pour ça. T'as pas BN Live. Tu peux pas t'abonner à BN Live au Canada, à moins d'avoir un VPN. Oui, j'étais allé sur le site. J'allais sur BN, je me suis logué, je me Ah suis ouais? créé un compte, puis j'ai regardé le show gratis. Ben moi, ça me baisse. T'as un VPN sur ton ordi? Je pense pas qu'il était activé. Parce que moi, ça me disait que j'avais pas accès. Genre, ça me disait BN is not available in your area. Puis il fallait que je passe par fight.tv. Que j'ai commandé 12,50, 13$, là, je sais pas. Là. Non, ouais. Puis dans le Q&A de BR Live, tu sais, j'ai comme fouiné un peu. Puis sur Twitter, ils se sont fait poser la question souvent. Genre, ouais, on va essayer d'être disponible au Canada avant la fin de l'année, mais pour l'instant, la plateforme marche pas au Canada. OK. Puis pourquoi t'as pas de VPN?
On peut peut-être avoir cette discussion-là hors d'onde, là, mais... Aucune idée, ben honnêtement, je m'en sers pas assez. Là. Probablement parce que je stream mes affaires sur ma PS4, puis c'est ça. Donc, Fin de la discussion fin d'Akido. de la discussion en cours. Bruno Guglielminetti, ça vient. Ça a été un show intéressant. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. La première chose, évidemment, ce qui a fait parler le plus, c'est l'affrontement entre Cody et Darby Allin, qui s'est terminé dans un time limit draw. C'était correct. On voulait monter Darby, puis là, se rendre jusqu'à la limite de 20 minutes contre Cody. C'était en partant un gros statement. Puis là, pendant la confusion de on repart-tu le combat, qu'est-ce qui arrive, on veut pas que ça finisse comme ça. Le Sean Spears s'est pointé, donné un coup de chaise non protégé à Cody, avec une chaise qui apparemment était doctor, je sais pas Gimmick. comment. Ouais, il l'avait Gimmick, affaibli, puis tout. mais que ça n'a pas marché. Puis là, finalement, Cody a pris un coup de chaise en arrière de la tête, a eu besoin de 12 staples, je pense. Ouais, des agrafes. Des pour agrafes, fermer. c'est ça. Donc, c'est pas des points de suture, c'est probablement plus de points de suture, mais des agrafes, fait juste fermer ta plaie. Donc, tout ça là rouvre la discussion sur les coups de chaise non protégés en 2019, à une époque où on est au courant de toutes ce que ça fait au niveau des commotions. Presque automatiquement, ça a été surtout un concert de réprimandes là, autour de ce spot-là. Je comprends qu'il y a peut-être des vieux fans hardcore, là, justement, de l'ère attitude, de la lutte violente, là, qui étaient comme « Yes, enfin, de la vraie lutte qui revient », mais... je veux dire, c'est pas de la chair à canon des lutteurs, c'est des êtres humains qui mettent leur santé physique en danger pour notre divertissement. On devrait quand même prendre des mesures pour les protéger. Donc, ça fait grincer des dents voir ça. Ouais, moi, je mets ça dans la catégorie des risques inutiles, comme quand je vois Ibushi et Naito se lancer sa tête à savoir lequel qui va plus le prendre que l'autre. Vous dépassez la ligne pour rien, faites juste raccourcir vos carrières. Cody a sûrement pas raccourci sa carrière pour ce coup de chaise-là, mais tu veux pas aller dans ce précédent-là. Même Tony Khan, qui est le président d'All Elite, a comme fait non, c'est un peu regrettable. Est-ce que c'est juste pour faire la publicité? C'est dur à dire. Probablement qu'il était sans être au courant. Probablement qu'il donne carte blanche à Cody pour faire un peu ce qu'il veut. Ouais. Donc oui, le buzz est là, mais mon point a souvent été, tu peux avoir ce buzz-là sans prendre le coup non protégé. Tu peux aller... Sean Spears peut être une menace dangereuse sans que Cody drop ses mains puis le prenne front premier, là. C'est juste ça. Puis tu sais, la preuve ultime de ça, la chaise a été truquée, puis il a quand même eu besoin de 12 agrafes pour fermer son arrière de tête. Comme... Même si c'était un coup là, de battre en styrofoam, suffit que tu tombes puis que ta tête elle cogne. C'est un coup inutile. Je suis peut-être plus, pas puriste ou old school que vous autres. Moi, ça m'a pas atteint à ce point-là. Je pense que si on le fait de manière... T'allais dire sécuritaire. Occasionnel. Non, pas sécuritaire, mais tant que c'est pas que ça redevient pas justement comme dans les années 90 où Rock qui en donne 25 à la tête dans Foley de manière non protégée. Ces moments-là ont un impact. Les lutteurs souvent sont prêts à faire ce sacrifice-là. Je comprends que c'est des fois de les empêcher d'être dangereux pour eux-mêmes, mais moi, j'avais pas de problème avec le moment là si c'est pas quelque chose qu'on revoit de manière régulière. Mon problème, c'est... Puis là, je vais aller dans la direction que tu es allé, toi, par rapport à Ricochet. Si tu fais ça, si ça, c'est l'arrivée de Sean Spears, puis c'est sa grosse introduction, c'est un méchant, regardez ce qu'il est prêt à faire pour... qu'est-ce qu'il faisait dans Battle Royale à Double or Nothing? Ça, c'est une autre affaire. Il était déjà rentré dans l'organigramme All Elite. Il était déjà confirmé comme un talent All Elite. Là, donc, t'avais pas de buzz. Je sais pas, moi, ça a fait que j'ai trouvé ça encore plus surprenant que ce soit lui qui arrive avec le coup de chaise parce que, étant donné qu'il était dans la bataille royale, puis bon, étant donné qu'il est vieillissant aussi, puis qu'il n'a jamais eu des moments vraiment glorieux, là, ce lutteur-là, je me disais, ben oui, ancien de la WWE qui signe à AEW, mais il va jobber, là, il va jamais être mis à l'avant-plan, ça va être un lutteur utilitaire là, pour mettre en valeur les autres. Donc là, de constater que finalement, on décidait de lui donner plus de spotlight, ça m'a quand même surpris, je dirais, positivement. Puis encore là, plus de spotlight. C'est à double tranchant, cette affaire-là. Tout le monde parle du coup de chaise puis du fait que Cody s'est pas protégé. Le nom de Sean Spears vient loin dans la discussion. Ouais. C'est pas tant Sean Spears a attaqué Cody puis Cody s'est pas protégé. C'est Cody s'est pas protégé, il s'est blessé. Ça donne que c'est Sean Spears qui a donné le coup de chaise. Probablement,
Tu sais, je dis pas que ça va l'enterrer puis ça va rater son effet, mais si ton effet c'était je veux que Sean Spears soit mon gros méchant pour Cody cet été, tu aurais pu l'atteindre puis enlever la controverse du discours. Il aurait pu faire n'importe quoi. Il aurait pu faire le bon vieux spot de chaise qui coince le pied dedans puis il casse le pied dans le gimmick. Peu importe, tu sais, t'aurais pu le worker in, puis personne après aurait juste fait « Ouais, c'était une décision douteuse. » On aurait fait « Oh my God, Sean Spears gone rogue. » Donc, tu sais, je sais pas, c'est se donner trop de troubles pour quelque chose qui va peut-être même pas marcher en plus en bout de ligne. Puis Darby Allin a eu une espèce de performance où tout le monde a fait « Wow, c'est qui ce gars-là? On va aller googler Darby Allin. » Puis là, on a comme oublié après ça que c'est Darby Allin qui a été élevé dans ce combat-là. Puis si vous le connaissiez pas, ben là, vous savez c'est qui Darby Allin, puis il est fou braque. Là. Ouais, lui aussi, il avait l'air de se mettre son corps en danger. Quand on parlait de lutteurs qui sont peut-être dangereux avec eux-mêmes, là, qui tombent le dos droit sur le rebord du ring. Le coffin drop, en général, est une mauvaise idée. Puis là, que personne n'était là pour l'accueillir. C'est comme on voit beaucoup à la WWE, il y en a un dans chaque match, après l'espèce de spot où quelqu'un veut faire une espèce de spear, mais qui finit dans le poteau. Lui, il l'a fait, mais il a uppé la game. Là, il rentre dans le poteau, puis il twist autour, puis il revole là. C'était quand même impressionnant. C'est sa marque de commerce. Je pense que la semaine passée, sur le circuit Indy, il affrontait John Moxley. Il a passé le combat menotté avec les mains dans le dos. Puis Moxley l'a malmené. J'ai juste vu quelques extraits sur Twitter, mais ça a l'air que le combat au complet était fou raide. Puis Darby a fait des moonsaults à l'extérieur du ring du troisième quart avec les mains dans le dos. Genre le fou braque dans même. C'est un ancien skateboarder, puis c'est ça. Là, probablement que sa notion de sécurité personnelle est très flexible. On lui souhaite pas de mal, mais pour l'instant, c'est spectaculaire. Ce qui a été, je pense, le meilleur match de la soirée, c'est l'affrontement entre The Elite, donc Omega et les Young Bucks, qui ont affronté les Lucha Brothers et la Rido Kid. The Elite qui sont pointés habillés en Street Fighter. Puis on a joué la gimmick pendant tout le long du combat, puis c'était drôle. Omega a ressorti du stock là, du temps avant qu'il était à la New Japan. Quand il a monté au Japon au début, Omega faisait un peu plus de comédie. T'sais, si vous avez vu le combat contre la petite fille notamment, ou contre la poupée gonflable, c'était dans le temps qu'Omega faisait plus de la comédie. Puis il faisait les Horyuken de Street Fighter, il faisait des rappels comme ça aux jeux vidéo. Là, c'est comment c'est ça? Le Horyuken? Je sais, je voulais juste te le refaire faire. Pas Hadouken? C'est pas Hadouken, ça me fait mal au bras quand je le fais. Ah non, avec les cheveux rouges comme Akuma, c'est comme, why not? T'es avec une crowd de jeux vidéo, amuse-toi avec ça. Les Young Bucks en Rio et Ken l'autre, je pense que c'est ça. C'est ça, puis même l'annonceur fait « Round 1, fight! » C'était awesome. Non, puis c'est ça, ils vont pouvoir se permettre d'aller là, puis on dirait que Kenny Omega n'a pas la pression d'être le gars qui fait des matchs d'une heure, puis pour l'instant... Ça va venir, mais là, c'est ça, on n'a pas besoin de faire ça pour commencer, effectivement. Mais le combat était awesome quand même, mais tu sais, ils ont eu du plaisir au travers. La Rido Kids, si vous ne l'aviez jamais vu, bienvenue. Ils vont avoir un combat retour à Triple A. C'est exactement ce que je m'en allais dire. À Triple Mania, le gros événement de Triple A, on fait un rematch de ce combat-là, donc ça va être... ça risque d'être peut-être probablement un peu moins comédie à ce moment-là, puis plus, ça va être un spot fest là, comme c'est à chaque fois que ces gars-là s'affrontent. Pentagon est tellement bon. Son spot de Zero Miedo très long. Je vais enlever mon gant, je le donne au ref. Attends, je vais le refaire. Je prends mon temps. Je suis comme, go! La foule là, était comme, il attendait. Là, personne ne disait un mot. Je suis comme, il est tellement bon. Ça n'a pas de maudit bon, ça. Il y a eu un four-way match entre Adam Page et Jimmy avec Jungle Boy, qui était accompagné de Luchasaurus, qui a été une des surprises, une des découvertes de la bataille royale de Double or Nothing, et MJF. C'est un bel affrontement entre tous des gars qui sont comme juste sur la marche d'en dessous, mais qui peuvent éventuellement venir faire un tour en haut. On donne la victoire à Adam Page parce qu'on continue de le construire comme étant probablement le premier champion du monde. Une des bonnes figures, une des grosses figures du côté de All Elite. C'est correct. Tout le monde a gagné là-dedans. A Boy and His Dinosaur, c'est super le fun. Jungle Boy, il est même pas proche d'être prêt. Là. Il est très jeune, très green. Mais il souligne ses forces. Puis la gimmick fonctionne, entre autres, à cause de ça. C'est ça. C'est un kid. C'est un kid qui a l'air d'un kid. Puis là, avec son dinosaure, puis c'est comme... Ça fonctionne, ça. Là. Je dis pas que t'en fais de lui un champion présentement, mais là, t'as un mid-card act qui fonctionne puis auquel les gens vont réagir. Puis ça, t'en as besoin. Oui, t'en as besoin. Tu peux le faire lutter par équipe. Il va toujours avoir de la place pour Jungle Boy dans le cas. MJF est tellement c'est vers ça que je m'en allais. Oui, il fait réagir Jungle Boy, mais jamais autant que MJF. MJF, puis lui aussi, il est jeune. C'est ça. On est à des niveaux différents. Mais c'est ça, MJF, là...
ça fonctionne tout ce qu'il fait. Il est tellement bon au micro. Là. Mm-hmm. Au pire, ce sera pas dans le ring. Il va avoir une place dans pas la lutte, grave. ce dude-là, mais pas, il est Puis c'est des promos de heel, là, de comme allez vous acheter du savon, vous puez. Là, tu sais, Ça, comme, c'est classique, c'est le vieux, réinvente mais- rien, mais mais... ça, c'est correct. Ça prend combien de temps avec MJF soit haï? Haï, comment? Il est déjà haï. Ouais, Non, je mais- sais à pas. la I. À la WWE. I, ok, ouais. Écoute, il va avoir une offre de contrat plus tôt que tard. Parce que c'est le gars Le qui sort gars trop du lot charisme. là, dans, Oh, le- oui. dans les... Puis il est jeune. Puis tu sais, c'est comme un EC3 pas sa sauce avec de la place pour grandir. EC3 est comme plafonné, C'est ça. tandis que MJF commence. Ouais, mais en même temps, c'est pas fair pour EC3. EC3 a exactement le complete package de ce que tu as besoin pour être un succès à la WWE. Ouais. Il y a la shape, il y a le charisme, il y a le talent au micro. C'est juste que on ne lui fait rien faire. On ne lui donne pas de matériel. On le met à peine à la TV. Tandis qu'il y a tout ce qu'il faut. Quand on l'a signé, après, justement, ça run super successful à Impact quand il a été pendant quasiment 6 mois le top heel de la business, de toute fédération confondue. Tu sais. On s'en reparlera en décembre, mais EC3, c'est dans les plus grands wastes Ouais. de talent à la WWE mais- présentement. Mais peut-être qu'il va réussir à faire comme Drake Maverick l'a si bien fait et se mettre lui-même over avec le titre 24-7. Il est mort en dedans, Hey. c'était super le fun. Hey, encore. cette semaine, le regard qui traîne sa blonde à Raw, puis la shot, là, ça fait un C'est souvent, c'est merveilleux gif avec genre R-Truth qui s'étend sur la barrière devant lui. Tu vois les yeux de Drake Maverick et comme, yeah, c'est mon occasion, la- puis sa blonde se lève, puis il jette un regard de feu. J'étais wow. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle. Ben, Lutteuse aussi, elle faisait partie du premier Mae Young Classic. Ah oui, pour vrai. Bon, ben, ça paraît parce qu'elle Ouais. était capable de jouer avec la Ouais. caméra puis de... Et là là. Moi, j'allais dire qu'il manquait la chose la plus importante à EC3. C'est-à-dire? Les femmes veulent pas coucher avec. Selon Vince McMahon, c'est Ça- ça qui est le plus important. Non, mais Vince Faut que McMahon, les lui, madames veulent coucher avec lui toi. c'est Baron Corbin dans C'est sa ça. tête, l'idéal masculin. Je vous les ai éloignés du 24/7. Une chose qui ressort de Fighter Fest, c'est le buy-in. Là, clairement, à peu près tout ce qu'il y avait dans le buy-in C'était mauvais. ne fonctionnait pas. Toute la gimmick des Librarians, ça fonctionne pas. Les combats qu'on nous a offerts étaient pas intéressants. C'est pas avec ce produit-là que tu vas faire acheter l'événement après. Puis je reviens, c'est vraiment surtout toute la gimmick des Librarians, là, il faut que les gars aillent la vitesse d'esprit puis l'humilité de faire ça. OK, ça marche pas. Ouais, Pas en non, tout c'est ça. Là. d'un gala. On peut faire ces niaiseries-là dans Being the Elite, mais là, d'un gala, là, c'est juste comme awkward. Puis C'est correct que tu le réessayes pour de vrai. Tu sais, comme tu l'as essayé une fois à Double or Nothing. Là, tu t'es allé pour vrai. Puis je suis comme. Ouais, mais tu sais, tu parlais d'un buy-in. D'un autre côté, c'était pour un show gratuit au stage. Donc, tu sais, il n'y avait pas l'enjeu du je veux que les gens le commandent. Ouais, mais si tu veux que les gens pognent écoutent le gala, parce que tu sais, j'imagine qu'ils vont garder probablement ce format-là avec le buy-in, la portion un petit peu ouais. gratuite avant, puis après ça, l'événement qui sera payant ou pas. Mais si la plupart des gens, mettons, qui sont pas familiers avec ton produit, c'est juste ça qu'ils voient comme étant le produit gratuit, et c'est pas ça qui va amener des c'est yeux sûr que non, c'est sûr que sur non. le reste du produit de l'All Elite. Quand la TV va arriver, tout ça va changer. Ouais. Mais Mais pour l'écho, l'instant, c'est ça. Ben, pour nous autres, c'était vraiment un down. L'écho qui sortait aussi, c'est que c'était beaucoup pour le monde de la convention qui faisait juste piquer in. Je suis comme, ils parlent de jeux vidéo, du gars de Fighter Fest, ils font des allusions, on va aller jeter un coup d'œil. C'était très pour eux autres, les gimmicks de piscine puis tout ça. Mais pour le téléspectateur, c'était vraiment pas intéressant. Là. À la fin du gala, il y avait un affrontement entre Jon Moxley et Joey Janela. Un match qui n'était pas sanctionné par la All Elite. On a décidé de jouer la gimmick. On a fermé les lumières avant que le combat commence. Ça, c'est old school. Mais après ça, tu sais, tout le monde reste. Les commentateurs, au final, c'est comme, bon... C'est pas sanctionné, mais on est là. T'sais. Puis, ben, pour Seth Rollins qui disait que Jon Moxley, que Dean Ambrose avait comme pris son ballon puis était retourné à la maison... Ben là, c'est tout un message parce que lui et Janela sont allés assez loin dans le match. C'était pas un deathmatch en tant que tel, mais on a joué dans ces styles-là un peu. On se rapproche de la CZW là, dans l'ancienne fédération. CZW allait vraiment plus loin. Ouais, c'est ça, mais on retourne tranquillement dans cette direction. En fait, ce combat-là, pour ce que c'était, là, je pouvais pas demander autre chose. Parce que, tu sais, on parlait du couchage tantôt qui était un risque inutile.
ils n'ont pas pris vraiment de risque. Janela a sauté d'une échelle, mais il y avait comme 2 tables. C'était des risques calculés. Les punaises d'un pied. Magnifiquement filmé, d'ailleurs. Magnifiquement filmé. Et puis, justement, à la toute fin, il faut qu'il y ait cette image-là dans le générique d'ouverture des émissions de AEW. Moxley qui pine et en se relevant, qui crache une punaise directement en face de la caméra. C'était magnifique. Tu sais, on s'entend, c'est pas le fun des punaises d'un pied dans le dos puis tout, mais c'est pas ça qui t'empêche de lutter une semaine après. C'est juste pas le fun. Ça look bien. Il n'y a pas eu des gros blade jobs de débiles. Il n'y a pas eu des gros des sauts suicides. Je tombe coup premier sur le béton pour. Tu sais, oui, c'était hardcore. Mais c'est pas, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, mais dans l'optique où moi, quand j'ai vu le match, ça à la carte, puis j'ai comme ah, fuck, Janela va se tuer. Puis finalement, non, Janela s'est pas tué. Il a donné un show, il a pris des risques, mais Janela, probablement que le lendemain matin, il marchait bien, puis il est allé bruncher, puis c'était relativement. Janela il marchait peut-être plus sur la pointe des pieds que ses talons. C'est parce que Joey Janela, c'est le gars qui se lançait d'un building dans une benne de truck remplie de néons. Il est capable. C'est le même gars, ça? C'est Joey Janela. Okay. Fait que, Please don't die, Joey Janela, c'est comme, il y a un risque probable. Fait que là, ils l'ont comme atténué un petit peu pour un plus large public, mais pour Moxley, lui, il retourne justement, il est moins propre qu'avant, il y a une coupe de barbelés dans le dos, tu sais, c'est plus rugueux, mais j'étais pas comme, faut pas que je regarde, c'est dégueulasse, puis les gars vont se tuer, c'était autre chose. C'était le fun, j'ai aimé ça. Puis je pense que Moxley aussi a aimé ça parce que, bon, après le match, il se fait attaquer par Kenny Omega avec la guitare électrique, bon, les baguettes de drum. Bon, ça, c'était un petit peu comédie, mais quand même, dans les dernières images du gala, t'as la face de Moxley qui sourit là, après avoir mangé une volée. Mais tu sais, je le regardais, je me disais, tu sais, c'est pas juste John Moxley qui sourit. T'as comme Jonathan Good, en quelque part au-dessus de ça, qui dit « Yes, enfin, là, je viens de revenir au lutteur que je suis profondément. » Puis malgré le fait qu'il y avait sûrement genre 7-8 punaises dans le bas du dos qui avait hâte d'aller enlever parce que c'est fatigant. C'est peut-être ça que ça te prendrait pour régler tes problèmes. C'est ça, les punaises. On va te pitcher dans un lit de punaises. Je vais prendre un pinboard au bureau. Moi, je me crisais des punaises dans le bras. Fait qu'au final, on parle d'un événement qui était bon, peut-être moins un grand succès que Double or Nothing, mais qui était un show gratuit. Ça aspirait pas à être un grand succès. Ça aspirait pas à être Double or Nothing. C'est un show qui a été le fun. Les combats féminins étaient super bons. Je n'ai pas trop parlé, j'ai pas tout vu le show. Ben, c'est ça, mais tu sais, j'ai un blanc là, des noms et tout ça, mais mon impression, c'est comme les combats féminins étaient meilleurs qu'à Double or Nothing. Il y a eu Rio a affronté Yuka, Sakazaki puis Nyla Rose. Il y a eu Ali puis Leva Bates. Je pense que c'est Nyla Rose qui est comme leur Nia Jax, mais mieux que Nia Jax. C'est un combat-là à 3 là, avec c'est ça, le monstre qui détruit les deux plus petites. C'était bon. Les filles ils ont donné un vraiment bon show. Puis, tu sais, c'était un bon showcase à Double or Nothing parce que c'était des combats à 6. On va vous les présenter. Mais là, c'était comme des meilleurs combats d'histoire. Puis, je pense que leur division féminine, il y a un réel potentiel. Si t'en as 7-8 stédés comme ça, puis qui ont la chance d'avoir 1 ou 2 combats par gala. Moi, honnêtement, c'est ça, tu sais. À Double or Nothing, j'avais trouvé ça bon, mais j'étais semi-investi. Là, ils m'ont embarqué dans leurs histoires, puis j'ai aimé ça. Donc, good job là-dessus. Puis là, je m'excuse, j'ai un blanc pour les noms, mais je les connais pas encore. Je suis pas encore familier avec les lutteuses de leur division, mais ça va clairement venir parce qu'ils ont donné un bon show. Puis Shima, qui est le prochain adversaire de Kenny Omega là, à Jacksonville, était là pour affronter Christopher Daniels. Puis il a donné un show. C'est le vétéran des Dragonheart, machin, là, la gang de Japonais qui avait lutté à Double or Nothing. C'est comme leur vétéran. Puis c'était clairement on va vous montrer ce qu'il sait faire avant de l'envoyer à Kenny Omega. Puis il est vraiment bon. Vraiment, là. Yes. Bon, ben, plein d'enthousiasme. Vendredi, rapidement, on fera pas le tour des combats parce qu'on va vous en présenter sur les ondes RDS dans les prochains mois, mais c'était Best in the World à Ring of Honor. Quelques combats très intéressants, l'affrontement de Matt Taven, Jeff Cobb, entre autres, pour le championnat du monde. Fait que restez à l'écoute de la lutte à RDS. On va vous présenter des combats de ça très bientôt. C'est un gros moment, là, un gros mois qui commence dans le monde de la lutte. Au Japon, c'est le G1. Puis en plus, on commence ça dans notre cours à Dallas, au Texas, avec
il y a des gros matchs là, dans cette première soirée au du Japon, G1. aux États-Unis. Au Japon, aux États-Unis. Ouais, champion des États-Unis, du Japon. Puis là, c'est le fun parce que pour une fois, le J1 ne commencera pas à 4 h du matin. Ça va être, nous autres, on est au Canada, fait qu'on va l'avoir, la diffusion en direct. Aux États-Unis, ils l'ont pas parce que c'est all access, machin chose. Okay. Mais nous, si vous vous loguez sur New Japan World du Canada, vous allez avoir accès à la diffusion en direct comme au Japon. Donc, première soirée du bloc A, samedi soir. Donc, je pense que c'est 9 h heure du Texas. À vérifier, là, j'ai pas vérifié. Mais on lance ça avec Tanahashi Okada comme main event du bloc A. Première soirée du G1. Le bloc B aussi va avoir des gros affrontements, mais c'est un classique G1. Tes 2 premières soirées de bloc puis tes 2 dernières ont les affrontements convoités. Yes. Puis le bloc A est loadé. Là, tous les combats vont être bons. Honnêtement, puis j'aime ça. Là, il commence à faire la ronde des médias. Il y a des petites entrevues qui sortent. J'ai vu un truc, je pense que c'est The Ringer ou Sports Illustrated qui a mis un portrait des deux cette semaine avec leur rivalité. C'est clairement un chapitre. Là. Ça fait des années et des années que Tanahashi et Okada s'affrontent. Ce combat-là va avoir une incidence sur le prochain 6 mois de la New Japan. Et pour le public américain, c'est comme une présentation aussi. Tu arrives dans un classique. Là. C'est comme, cool, j'arrive saison 4 de mettons, Game of Thrones. Puis, ce personnage-là, c'est qui? C'est le fun de se le faire expliquer. Fait que prenez le temps d'aller lire un petit peu. Informez-vous. Parce que oui, la lutte va être bonne, mais elle est encore meilleur quand t'as le backstory. Puis le J1, c'est Noël. Là, c'est un mois de pur bonheur au niveau de la Noël lutte, des campeurs. Ah oui, les campeurs, c'est avec de la bière chaude. Si, je sais pas si ces vidéos sont encore là ou si c'était fait enlever, là, mais un gars sur YouTube, Showbuckle, me semble, là, qui a fait plein de vidéos récapitulant ces rivalités-là, entre autres Okada Tanahashi. Je pense que ça se trouve, mais plus sur son compte à lui. Il y a du monde qui l'ont recyclé, remis. Bon, fouillez un peu, puis c'est très intéressant. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil là-dessus. On prend congé la semaine prochaine. On sera pas là. C'est de la faute à Stéphane. En gros. C'est le seul qui peut être là. Physiquement, je vais être là, mais pas là. En fait, c'est de sa faute parce que Mathieu tout seul, moi tout seul, ça pourrait s'arranger. On veut pas vous faire ça 1 heure de Stéphane. Vous allez être déprimé pour la semaine après. C'est ça exactement. Vous allez. J'aurais parlé pendant 1 heure du J1. Les taux de suicide montraient. 1 heure de 24/7 ou de 205. Non, c'est quoi ça, 205? Bon, c'est ça. Mais soyez là, on va être là dans 2 semaines pour revenir, entre autres, sur Extreme Rules parce que ça va être, c'est pas en fin de semaine, c'est l'autre d'après. Ouais. Puis continuer de suivre tout ce qui se passe au niveau du G1, au niveau d'All Elite, au niveau de la WWE. Continuez de nous écouter. On est disponible sur iHeartRadio. Tim va mettre le super. Yes. C'est qui est tête comparé à Guillaume. C'est l'enfer. Genre, ça me surprit encore à tous les fois. Sinon, on sera pas là la semaine prochaine, mais la lutte à RDS2, dimanche, pas là, mais dimanche, ça donne le 14-15. C'est fourrant quand on skip une semaine faire les promos pour 2 semaines de temps. Bref, on va être là, pas un dimanche, dans l'autre, puis 812 reprises au mois de juillet. Ça va être la nouvelle émission de la lutte à RDS2. Puis vous êtes bien mieux d'écouter. Je pas rien que ça à faire, moi, des émissions pour du monde qui n'écoute pas. Je vois pas de quelle autre manière finir l'émission. Vous êtes bien mieux de l'écouter parce qu'on ne veut pas travailler pour rien. Je vais aller vous parler chez vous pendant une demi-heure d'un sujet qui vous intéresse pas. Ça va être laborieux. Merci de nous écouter. Puis on va terminer avec une mention triste. Le monde de la lutte a perdu un gros morceau. Surtout le monde de la lutte au Québec avec le décès de M. Rougeau Senior cette semaine. M. Jacques Rougeau Senior avec 89 ans, si ma 89, mémoire est bonne. C'est le chiffre aussi. Il voulait mourir discrètement. Il était malade depuis quelques années, donc il était plus avec sa famille et tout ça. Là, mais si vous ne le replacez pas, c'est le père, évidemment, de Jacques, de Raymond et d'Armand Rougeau. Écoute, je n'ai pas la prétention de connaître sa carrière vraiment beaucoup, mais allez voir ce que Pat Laprade a écrit, soit en français pour le Québec. Sinon, il y a une version anglaise là, sur le Wrestling Observer Report de Dave Meltzer, puis il a promis qu'elle en mette une version française quelque part cette semaine. Donc, sûrement son Facebook. Fait que si vous êtes curieux de la carrière de Jacques Senior, gros morceau de la lutte au Québec. Exactement. Nos condoléances vont avec la famille, avec tout le monde de la lutte québécoise. Et écoute, là-dessus, on vous invite à profiter des belles journées de soleil qui s'en viennent. Puis profitez-en en famille. Dites à votre famille que vous l'aimez. Exactement. Je vais dire mange des hot dogs, mais gars, chacun ses priorités. Merci pour le beau mot de la fin. Puis c'est ça. C'est ça. Merci tout le monde. Ciao.